Elle fixe les règles applicables à la sous-traitance entre personnes physiques ou morales de droit privé. La loi numéro 17/001 du 8 février 2017 vise à promouvoir les petites et moyennes entreprises à capitaux congolais, à protéger la main-d'œuvre nationale. Cette loi, qui est entrée en vigueur 30 jours après la date de sa signature, a une période transitoire de 12 mois. De ce fait, les entreprises étrangères titulaires de droits de sous-traitance se constituent en sociétés de droit congolais aux fins de mener à terme l'exécution des 10 contrats. Pour la nouvelle loi, l'activité de sous-traitance est désormais réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les Congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national. La loi du 8 février 2017 sur la sous-traitance en RDC, les avantages, les inconvénients, mais aussi les non-dits qui pourraient alourdir son application. C'est autour de ce thème que va plancher le magazine Economia de ce jour, qui reçoit pour vous M. Kadima Nzouji, professeur de droit économique international. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Kadima. Bonjour Madame. Pouvez-vous une fois de plus nous dire qui vous êtes, surtout pour ceux qui vont vous suivre pour la première fois? Donc je suis le dirigeant de l'agence de relations publiques Edge Communication. Je suis professeur à l'Université libre de Kinshasa. J'enseigne le droit, notamment le droit communautaire, ce qu'on appelle plus communément les intégrations régionales économiques. Le président de la République a promulgué en date du 8 février 2017 la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance entre personnes physiques ou morales et de droit privé. Votre commentaire à ce sujet? Il était temps que cette loi soit promulguée parce qu'elle permet l'ouverture des marchés à des sociétés congolaises en mettant en avant la préférence nationale. Cependant, elle est mal exécutée et mal ficelée et mal formulée, et je pense qu'elle aura plus d'effets négatifs sur l'activité économique que arriver au but, c'est-à-dire ouvrir le marché aux entreprises congolaises. Autrement dit, il n'y aura pas d'avancée positive. Avant, on avait l'arrêté ministériel des mines, fait par l'actuel ministre Kabouloulou, oui. Et on avait un édit provincial de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi qui ouvrait la sous-traitance dans le secteur minier. Après, le code minier dit en cas de sous-traitance, les entreprises congolaises sont préférées. Mais pour que ça soit clair pour vos téléspectateurs, la sous-traitance suppose 3 parties. Une entreprise principale, une entreprise dite sous-traitante et une entreprise qui fait la commande. Je m'explique. Imaginons que vous êtes à la tête que vous êtes un opérateur de télécom. Voilà. Et vous avez besoin de mettre des antennes partout dans le pays. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas votre cœur de métier, mettre des antennes. Votre cœur de métier, c'est utiliser les infrastructures existantes. Comme on est dans un marché privé, vous allez faire appel à une autre entreprise qui elle-même, qui a eu le marché, peut faire appel à une troisième entreprise pour réaliser le marché. Donc il y aura l'opérateur de télécom, l'entreprise qui va gagner le marché et la troisième entreprise qui va effectivement mettre les antennes à travers le pays. Ça, c'est comme ça qu'on entend la sous-traitance partout dans le monde. Le problème, c'est qu'en RDC, on dit qu'est sous-traitant toute société qui concourt à la réalisation de l'objectif social. C'est-à-dire que vous achetez du papier, vous êtes opérateur télécom, quelqu'un vient vous vendre du papier, au regard de la loi congolaise, il est sous-traitant. Donc on arrive à une situation où tout le monde est sous-traitant de tout le monde et ça crée la cacophonie. Mais à vous entendre parler, il n'y aurait pas d'avancée, je répète encore, pour cette loi qui a été promulguée. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Mais en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'avancée. Il fallait qu'on fasse cette loi sur la sous-traitance. Parce qu'il y a des marchés qui sont naturellement bloqués et réservés aux étrangers. Simplement par
la force des choses. Si vous prenez le secteur minier, vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans le forage, le carottage et ainsi de suite. Combien de spécialistes avons-nous, Congolais, dans ce domaine? À ma connaissance, très peu, voire c'est inexistant. Donc il fallait donner la possibilité à des entreprises congolaises d'aller sur des marchés aussi spécialisés. Le problème, et c'est le problème fondamental... Je vais vous arrêter un tout petit peu. Donc, autrement dit, les entreprises congolaises ne se sentaient pas capables ou n'avaient pas de compétences justement pour essayer d'effectuer des sous-traitances dans des secteurs un peu complexes pour elles au niveau des mines. Je ne parlais pas de capacité. Le minier ou le télécom ou le brasseur n'était pas obligé de les appeler tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler une société avec qui il a l'habitude de travailler dans d'autres pays. Donc, et c'est tout à fait naturel puisqu'elle a un savoir-faire et une relation commerciale parfois qui est établie depuis longtemps. Mais pour entrer et pénétrer ces marchés, il faut avoir de l'expérience et du savoir-faire. L'expérience que les Congolais n'ont pas. Oui, mais ils allaient l'acquérir où et comment? Oui, mais maintenant que l'État oblige que la sous-traitance soit d'abord la primauté pour les Congolais, mais comment est-ce que les Congolais vont faire justement, puisqu'ils n'ont pas des compétences, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que l'État va faire justement pour remédier à cette faille? Et ça, c'est le premier problème. Le problème le plus important de la sous-traitance, c'est qu'au temps T0, la courbe d'apprentissage est au plus bas. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de... Les gens ne savent pas. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, le problème ne sera pas résolu. Donc, la loi ne prévoit rien. La loi dit simplement, il n'y a pas d'expertise congolaise en la matière, on peut faire recourir à une expertise étrangère. Cependant, cette expertise étrangère requise ne peut durer que 6 mois. Après 6 mois, soit la société étrangère se transforme en société congolaise, mais vu ce que demande la loi, ça ne va pas être possible, puisque la loi définit la société congolaise sous-traitante comme une société avec des capitaux congolais, oui. Mais avec aussi une administration congolaise. Donc du DG, quoi. Il faut que la plupart... Mais le problème, c'est que cette société qu'on va créer n'a pas nécessairement la technicité. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout de 6 mois, la personne étrangère doit repartir. Et il n'y a personne pour faire le travail. Donc on va aller vers des complications. Alors, ce qu'aurait dû faire l'État, à mon sens, l'État aurait dû sécuriser les contrats de sous-traitance en obligeant les étrangers à faire ce qu'on appelle un transfert de connaissances. C'est-à-dire que vous gagnez un contrat de sous-traitance sur une période donnée. Et on vous oblige à travailler avec une entreprise congolaise, même à créer une joint venture, donc une société avec 2 partenaires, avec plusieurs partenaires, mais avec des Congolais, qui a des capitaux congolais, une administration, pour que le savoir puisse être transféré. Professeur, vous avez écrit un article sur cette loi et avez relevé ce que vous avez appelé 3 péchés. De quoi s'agit-il exactement? Oui, en fait, ce qui est intéressant, donc comme j'ai dit, c'est une ouverture sur le marché, une ouverture. Le problème, c'est que d'un point de vue technique, elle pose des problèmes. Donc le premier problème, c'est la définition de la sous-traitance. Cette définition est juste mauvaise. Dans sa deuxième partie, elle dit que toute société, dès que lors est sous-traitante, une société qui concourt à l'objectif social, donc à la réalisation de l'objectif social de l'entreprise principale. C'est-à-dire que le vendeur de papier et l'entreprise qui est là, par exemple, pour mettre des antennes, pour le compte d'une autre, sont traités de la même manière. Donc ça, il y a déjà un problème fondamental. Deuxièmement, il y a une discrimination au niveau du capital, puisqu'on dit que c'est une société de droit congolaise à capitaux congolais. Mais la nationalité du capital n'existe pas. En plus, il ne faut jamais oublier que nous faisons partie de l'OHADA, de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Dès lors, nous insistons sur la notion de droit communautaire, parce que c'est ça l'avantage de l'OHADA. C'est que je peux m'installer au Congo, comme je peux m'installer en Côte d'Ivoire, comme je peux m'installer au Congo-Brazza, avoir
avoir une sécurité juridique et judiciaire et justement bénéficier de l'avantage que j'appartiens au même espace juridique. Et ça, nous ne l'avons pas, et c'est aussi une discrimination. D'un point de vue tout simplement constitutionnel, nous avons un article qui garantit à l'investisseur national tant qu'étranger les mêmes droits. C'est écrit dans la Constitution. Et justement, c'est une violation puisqu'on donne à l'investisseur national plus de droits qu'à l'investisseur étranger. Ceci pour dire que cette loi, telle qu'elle est écrite, met à mal plusieurs dispositions, autant constitutionnelles que régionales. Et donc, en ce sens, il faudrait la changer. Cependant, il faut absolument qu'on ait une loi qui permette l'émergence de petites et moyennes entreprises à travers tous les secteurs grâce à la sous-traitance. Et en ce sens, le président de la République a eu raison de promulguer cette loi. Mais elle ne devait pas être seule. Il faudrait aussi avoir une loi sur le content, ce qu'on appelle local content, donc le contenu local, c'est de permettre aux gens de pouvoir profiter des avantages de la sous-traitance. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis dans le secteur des télécommunications, j'ai besoin d'un sous-traitant pour installer des antennes, il faut de l'apprentissage, il faut que j'ai une société congolaise qui puisse le faire rapidement. Je n'en aurai probablement pas. Deux choses qui vont manquer à nos sous-traitants congolais, c'est le savoir et la richesse. Le savoir, on l'acquiert par qu'on appelle ça, par la relation, le dialogue avec d'autres. Et pour ça, pour moi, il fallait que l'État puisse mettre en place, sécuriser l'investissement étranger et permettre des transferts technologiques de savoir et d'expérience. Ça, c'est d'une part pour ce qui est du savoir. Pour ce qui est de la richesse, il faut absolument développer un fonds pour la sous-traitance ou permettre un accès aux sous-traitants facile, soit à l'emprunt auprès des banques, en sachant que l'emprunt chez nous coûte très cher, soit avoir quand on appelle ça au niveau du FPI, du fonds pour la promotion de l'industrie, avoir des entrées. Donc de telle manière que savoir et richesse puissent être là. Sinon, avoir une loi qui permet l'ouverture de marché grâce à la sous-traitance ne sert à rien si on n'a pas ces deux atouts. Arrêter ou stopper l'afflux des sous-traitants étrangers et promouvoir l'entrepreneuriat congolais par l'éclosion de la classe moyenne congolaise à travers des créations d'emplois. Pensez-vous que les Congolais ont des compétences valables pour pratiquer cette profession de sous-traitance ? Ah oui, tout à fait. Le problème ici, il faut bien le souligner, ce n'est pas la compétence. Est-ce qu'un Congolais peut être chef d'entreprise ? Ben oui, on a des Kindwelo, on a l'EDIA. Non, la capacité à créer de l'emploi et à entreprendre, le Congolais est là. Et je pense que même sa débrouillardise au niveau informel est une preuve qu'il l'a. Le souci ici, c'est un souci structurel. Comment on fait pour l'accompagner ? Et comme j'ai dit, pour l'accompagner, il faut mettre des outils en place. Le ministère des PME, donc des petites et moyennes entreprises, par le biais de son ministre, a mis en place un certificat de la sous-traitance. A mis en place des incubateurs, d'une part, et d'autre part, un certificat de la sous-traitance. Donc, les entreprises congolaises pourront aller se déclarer pour obtenir ce certificat de la sous-traitance. A priori, c'est bien de reconnaître, avoir un statut particulier. Il faut cependant que cela soit suivi de privilèges ou d'avantages. Si ce certificat sous la sous-traitance permet d'accéder à des fonds, permet d'être prioritaire ou de voir la loi appliquée de manière correcte, c'est intéressant. D'avoir accès à de l'apprentissage, c'est intéressant. S'il n'y a pas ça derrière, ce sera juste un papier sans valeur. La loi, par exemple, sur la sous-traitance, qu'il faudra saluer. Nous prenons deux secteurs essentiels. Je prends les investissements lourds, le secteur minier et le secteur pétrolier. Oui, c'est une bonne loi pour que les Congolais aient la possibilité aussi de créer des entreprises, s'associer aux multinationales qui viennent investir au pays. Mais le problème se pose à quel niveau ? La loi, oui, c'est bon.
les moyens pour accompagner les opérateurs. Oui, il se pose un problème. La formation. Si vous êtes, par exemple, Lukusa Oil, vous créez votre société pétrolière. Vous dites, bon, je fais appel à une firme congolaise pour l'exploration à Bassankous. Combien de Congolais peuvent faire ce travail? Quand bien même qu'ils peuvent le faire, ils ont quels moyens? Les crédits bancaires? Il faut avoir l'argent, il faut avoir la technologie nécessaire, il faut avoir l'expertise. L'expertise, on l'a où? C'est dans les secteurs de l'éducation. Regardez l'état de nos écoles, de nos universités. Combien d'étudiants terminent aujourd'hui en géologie, pétrochimie, peuvent faire ce travail si vous créez votre société? Parce que la loi oblige aux Congolais d'aller là-bas. Est-ce qu'il y aurait des critères de sélection pour pratiquer cette profession? Toute entreprise congolaise et toute personne physique peut devenir sous-traitant. D'ailleurs, à ce propos, il y a un problème puisque la sous-traitance des personnes physiques est dite dans la loi, mais elle n'est pas organisée. Donc ça aussi, c'est un des points dans la loi qu'il faudrait amender, puisqu'on parle de personnes physiques et puis après on ne vous parle que de sociétés, de capitaux, et ainsi de suite. Donc il y a déjà ça. Donc tout le monde peut devenir sous-traitant. Il faut être enregistré légalement, donc avoir une forme sociale. Ça va de l'entreprenant à la société anonyme. Donc il faut avoir un RCCM, donc être enregistré au registre de commerce et de crédit immobilier. Une fois que toutes ces dispositions légales qui doivent être faites pour toutes ces sociétés commerciales sont faites, on est éligible à tout marché de sous-traitance. Ce qui est intéressant, même si je trouve ça d'un point de vue capitaliste et d'un point de vue juriste déplorable, c'est que pour tout appel d'offres de 100 millions de francs congolais, donc pour tout marché de 100 millions de francs congolais, la société principale doit faire un appel d'offres pour le secteur privé, puisque dans le public, on a la loi de marché, de passation de marché, ainsi de suite. On a donc toute une organisation, tout un régime. Mais là, pour une personne privée, donc vous avez un marché à 100 millions de dollars. Cependant, une fois de plus, l'État ne dit pas si c'est 5 marchés successifs qui font 100 millions de dollars ou si c'est un marché de 100 millions de dollars. Il dit juste, s'il y a un marché de 100 millions de dollars, il faut un appel d'offres. Donc, c'est ces petites failles qui mériteraient d'être revues. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Mais qu'est-ce qu'on reproche exactement à ces entreprises sous-traitantes étrangères? Non, c'est qu'on ne leur reproche rien. C'est simplement que si vous avez des entreprises sous-traitantes congolaises, à capitaux congolais, avec l'administration congolaise, premièrement, vous créez de l'emploi, puisque ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de Congolais qui vont accéder, simplement le fait. S'il y avait 10 entreprises étrangères, même si elles employaient des Congolais, vous aurez... Vous ne serez pas des cadres? Pas nécessairement, même s'il y a des obligations légales. Je crois que le directeur des ressources humaines doit être congolais, le DGA doit être congolais, même si le droit du travail a certaines exigences, dans la réalité, c'était la plupart des étrangers. Mais une fois de plus, il faut faire attention avec cette notion d'étranger. C'est pas parce que vous avez des étrangers que vous n'avez pas créé de la richesse, parce que ces étrangers sont là et consomment et ainsi de suite. Ici, plutôt, ce qu'on veut promouvoir, à mon sens, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est-à-dire là où il y avait 10 sociétés étrangères, qu'on en ait 8 ou 9 qui soient congolaises, et donc qu'on ait plus de gens qui soient mis au travail, mais aussi plus de gens qui servent de modèle à ceux qui arrivent, à la jeunesse. Parce que si vous voyez autour de vous tout le monde qui devient entrepreneur, si vous voyez des hommes ou des femmes qui peuvent subvenir aux besoins de leur famille en travaillant, si vous êtes enfant, vous vous dites, moi aussi un jour je travaillerai, moi aussi un jour je serai dans une entreprise. C'est comme ça que ça marche. Et je pense en ce sens, l'État a bien fait de mettre cette loi, mais elle est incomplète. Du point de vue transitoire, l'entrée en vigueur de cette loi a été prévue dans les 12 mois à dater de sa signature ou de sa promulgation. Il reste plus ou moins 3 mois
aux entreprises étrangères qui détiennent des contrats dans des secteurs qui requièrent des compétences spécifiques de se constituer en société de droit congolais. En d'autres termes, qu'attend-on par là? Non, elle a été promulguée le 8 février 2017. Elle est entrée en vigueur le 8 mars 2017. Okay. Et à partir de ce moment, il y a une période transitoire de 12 mois. Donc le 8 mars 2018, c'est là où les Romains vont s'empoigner. Oui, ça va être là, les difficultés vont commencer. Parce que la loi demande deux choses. Elle demande, aux sociétés congolaises de se mettre en conformité. C'est-à-dire, si vous êtes sous-traitant auprès d'une autre société, mais que vous n'avez pas de RCCM, que vous n'êtes pas enregistré, enregistrez-vous. Ça, c'est clair. Et à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème. Elle demande aux sociétés étrangères de se conformer à la législation. Le souci, c'est qu'elles vont se conformer comment? En créant une société de droit congolais? Okay. C'est ce qui est demandé. Mais créer une société de droit congolais, elles sont déjà de droit congolais. Si elles exercent sur ce pays, si un minier vient créer une filiale, si Glencore crée une filiale, parce que c'est plus facile de parler de ça, c'est créer une filiale ou à racheter, par exemple, les sociétés du milliardaire Gettler, ce sont des sociétés de droit congolaises. La discrimination doit être faite au niveau des capitaux, parce que ce ne sont pas des capitaux congolais. Alors, comment on va nationaliser des capitaux? Pour moi, c'est de la magie avancée. Seul l'État peut répondre. Parce que, en d'autres termes, pour moi, on ne peut pas naturaliser des capitaux, donc ça veut dire aux gens, vous leur demandez de partir. Ou d'autrement, de tricher. Ou de tricher. Mais voilà. Ça, à partir de mars 2018, ne vous en faites pas, les gens vont tricher. Si on se revoit, je vous expliquerai même comment beaucoup de gens vont tricher. Mais les gens tricheront. Il n'y a même pas d'autres alternatives. Simplement, il faut savoir, derrière, il y a des régimes de sanctions. Hein, ça va de 10 millions à 50 millions de francs congolais. Mais c'est aussi la fermeture de l'activité économique pendant une période définie. Donc, si vous ne vous conformez pas. Mais vous imaginez comment notre économie va mal si on doit commencer à fermer les entreprises des gens. Donc, il y aura des gens dans la rue et ainsi de suite. Donc, techniquement, ça va nous apporter beaucoup de problèmes. À la 8e édition du Forum sur l'investissement et les commerces tenu le jeudi dernier à Lubumbashi, le ministre de l'économie a conduit une forte délégation de membres du gouvernement composée d'une dizaine de ministres. Ce forum s'est voulu un cadre pour tisser des liens économiques entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Je suis satisfait de la position ferme de la délégation sud-africaine qui dit bien l'engagement de l'Afrique du Sud en RDC est irréversible. La délégation du gouvernement congolais a présenté aux investisseurs sud-africains les opportunités d'investissement que regorge la RDC dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Ces échanges leur permettent de rencontrer les personnes qu'il faut. Ça leur permet de rencontrer l'ANAPI et la FEC pour qu'ils commencent justement leur rencontre et qu'ils puissent être conseillés sur la manière dont ils doivent enregistrer avoir les documents pour les sociétés et tous les autres détails. Mais aussi comment est-ce qu'ils doivent chercher les fonds nécessaires pour leurs investissements. Ce qui était encore unique et particulier dans cette édition, au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, à ce stade, on a été en mesure d'avoir des informations spécifiques au niveau des projets déjà, de la part des ministres à un niveau de projet. On a eu déjà des informations qui sont... Ça, nous croyons que ça va faire que le circuit d'investissement soit raccourci. À travers ces genres de rencontres, les Sud-Africains ont déjà investi environ 1,2 milliard de dollars américains en RDC, a déclaré Joseph Kapika, ministre de l'économie nationale. Beaucoup de Congolais n'apprécient pas des contrats sous-traitants à cause de mauvaises conditions de travail et des rémunérations. Mais l'actuelle loi, qu'est-ce qu'elle prévoit sur cette question? Ça fait 2 ans qu'on a tout un débat, pas moi personnellement, mais que le ministère du Travail a tout un débat dessus, parce que vous avez des gens qui vont placer un travailleur qui sera rémunéré $500, disons,
qui sera payé par la société $1 500. Okay. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas payé à temps, les soins de santé ne sont pas couverts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, il y a déjà eu toute une législation. Il y a tout un débat dessus. Je sais qu'à un moment, il y a plusieurs agences d'intérim qui ont été même fermées, voire suspendues. Là, par contre, ce que vise la loi sur la sous-traitance, c'est plutôt le travail déguisé ou le travail illicite. Et elle prévoit un régime de sanctions derrière. Cependant, merci de soulever encore cette interrogation, il n'y a pas plus de précision. Donc la loi dit, je condamne le travail déguisé, ainsi de suite. Elle prévoit 2 infractions, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas plus de précision sur la loi. Monsieur Kadima. Je vois que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut la changer. Bon, si l'État devait vous prendre comme un consultant pour revenir et retravailler sur cette loi, quels sont les points essentiels que vous changerez pour les remplacer contre quoi? Alors, concrètement, je changerai donc l'article 6 qui définit la loi sur la sous-traitance et j'enlèverai la partie réalisée, concours à réaliser l'objectif social parce que ça ne sert à rien. Ça ne définit pas ce qu'est la sous-traitance, c'est-à-dire une tripartite entre une entreprise principale, une entreprise secondaire et une entreprise sous-traitante. Donc c'est cet article 6. Je renforcerai l'article 12 qui dit qu'il faut absolument faire un contrôle dans l'entreprise sous-traitante pour voir s'il y a un transfert de technologie. Hein, c'est l'alinéa 2 de l'article 12. Mais ce problème, ce contrôle n'est pas organisé. Donc les entreprises vont déclarer effectivement il y a un transfert de technologie, ça va s'arrêter là. Une déclaration simple. Troisièmement, on ne connaît pas l'autorité compétente pour faire le contrôle. La loi ne le dit pas. Elle dit que les autorités compétentes sont provinciales, nationales, provinciales et locales, mais sans être plus explicite. Donc on risque d'avoir 4 ou 5 administrations qui vont tomber sur l'assujetti qu'est la société en lui demandant X, Y, Z. Donc on va avoir des contrôles intempestifs et ça va ralentir l'application de la loi. Et surtout, il ne sert à rien, et ce sera mon dernier point, il ne sert à rien d'ouvrir un marché si on ne donne pas aux gens les moyens d'entrer dans ce marché. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un vous pouvez courir si vous ne lui donnez pas les baskets pour qu'il puisse courir. Vous pouvez faire la course, mais si vous n'avez pas les baskets, vous allez courir pieds nus. Donc vous serez toujours dernier. Vous serez toujours dernier face à des gens qui auront mangé, qui se seront entraînés, qui auront des chaussures aux pieds pour mieux courir, qui seront adaptés à la course. Vous n'aurez rien, vous n'aurez ni mangé, ni chaussures. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Monsieur Kadima, votre dernier mot. Avant tout, un économiste du développement qui s'appelle Patrick Landès, qui disait ce qui fait le développement d'un pays, ce n'est pas la richesse. Il ne faut pas se tromper. C'est le savoir. La richesse vient après. Et le savoir crée la richesse. Le savoir crée la richesse. Et le savoir, c'est le rôle de l'État de le dispenser au plus grand nombre. Voilà. Monsieur Kadima, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Des bonnes lois, la RDC en a, mais cela nécessite des mesures d'accompagnement adéquates pour leur application. La loi du 8 février 2017 sur la sous-traitance vise la promotion des PME congolaises et la création des emplois. Le plaisir sera pour moi de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Magazine Economia. Au revoir.